Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Natacha April et je mène une thèse d'histoire de l'art à Sorbonne Université sous la direction de Christine Gauzy. Ma recherche intitulée Troublante Christine, réseau genre et imagerie de Christine de Suède du XVIIe siècle à nos jours s'intéresse à la reine sous le prisme de son genre et de sa sexualité. Cette recherche propose une analyse de l'imagerie de Christine de Suède au prisme de son genre. À partir d'un corpus constitué de portraits de la reine tant iconographiques que textuels, j'étudie l'ambivalence de genre et de sexe dans sa vie, ainsi que la construction tant visuelle qu'intellectuelle de son androgynie et de ses résurgences sur l'image perpétuée par la postérité. La troublante personnalité de Christine de Suède a été le sujet de nombreuses fascinations et de rumeurs, qui ont cristallisé autour d'elle une légende noire. Tout à la fois miracle de son siècle, puis monstre, vierge ou libertine, assassin hérétique ou grande représentante de la foi catholique, Christine a été tout et son contraire. Surtout pour ses contemporains, et encore pour la postérité, elle reste un personnage inquiétant, car absolument insaisissable. Cette réputation est notamment due à ses cercles de fréquentation, où se côtoyaient toutes les couches de la population. Mon travail repose donc sur l'analyse de son réseau homophile et de son implication dans la vie artistique et musicale de l'Europe du XVIIe siècle au travers de la création de deux lieux phares de la vie culturelle romaine, la collection du Palais Riario et le théâtre Tordinona. Parmi les œuvres que j'étudie, une grande partie des portraits de la reine sont des commandes officielles. Ces productions la représentent dans l'exercice complet de son pouvoir, un pouvoir qu'elle veut masculin. La réalisation de ces toiles a été confiée à ses artistes favoris qui la représentent dans toute sa splendeur. Mais progressivement, à partir de 1650, elle privilégie les portraits naturalistes qui ne font qu'accentuer son ambivalence de genre et vestimentaire. Pendant son règne et après son abdication, Christine utilise les images afin de confirmer son statut et faire connaître aux puissants de l'Europe ses intentions. C'est bien évidemment le cas du portrait équestre de Sébastien Bourdon, qu'elle fait envoyer au roi d'Espagne, Philippe IV, quand elle souhaite récupérer le trône de Naples. Outre les portraits, sa vêture quotidienne lui permet de s'affirmer comme une figure royale pour laquelle les normes établies par la société n'ont aucune emprise. Si elle semblait hermétique au mode de son époque, son habillement est pourtant le résultat d'une réflexion personnelle qui revendique sa liberté et son émancipation. Son émancipation du trône de Suède, du protestantisme ou des normes du XVIIe siècle. En mélangeant l'habillement féminin et masculin, Christine déroute ses contemporains, tout à la fois amusée et choquée par un tel personnage. Cependant, elle est à l'origine d'une mode chez les femmes à Rome, consistant dans le port d'un juste au corps et d'une jupe courte. Au regard des mœurs de l'époque où la manière de s'habiller et la représentation de soi sont des questions cruciales, ces habits participent à l'élaboration de son autoportrait où l'ambiguïté de son genre est mise en scène. Elle joue avec les symboles masculins, comme le soleil qu'elle prend pour emblème, et argue son androgynie tant intellectuelle que physique. En outre, elle refuse fermement le mariage et ne fait aucun secret du dégoût que lui inspire la maternité. En rejetant tous les critères qui font la femme au XVIIe siècle, elle pousse l'androgynie au point qu'on questionne sa sexualité et son genre. Progressivement, des rumeurs concernant son hermaphrodisme sont propagées à la grande indifférence de Christine. Mais preuve du trouble qu'elle continue de provoquer, en 1955, le Vatican autorise des chercheurs suédois à exhumer son corps pour déterminer si elle était intersexe. Mais bien évidemment, rien n'a pu être prouvé. Je m'intéresse autant à la production artistique qu'a inspiré Christine après sa mort qu'aux portraits littéraires qui lui sont consacrés. Ces textes, souvent des pamphlets, dépeignent minutieusement la personnalité et le physique de la reine. Ils participent à la vague de discrédit qui s'est abattue sur elle suite à son abdication et sa conversion au catholicisme. Ils ont pour intention de la dévaloriser et de prouver la labilité de Christine, son physique devant trahir tous ses défauts psychologiques. Les auteurs de ces textes, dans leur majorité des Français, souhaitent par ce biais décrédibiliser le pape qui avait choisi Christine comme la reine du catholicisme. En outre, par leur description exagérée qui offre une très grande part au corps de la reine et à son organe génital, cette littérature offre de troublantes similitudes avec les textes médicaux de la même époque qui étudient les hermaphrodites et les tribades. Véritable objet de fascination, l'emprise de Christine sur la postérité ne s'affaiblit pas, et bien après le XVIIe siècle, elle continue à inspirer les artistes. Le XIXe siècle, tout particulièrement, est ponctué par les représentations de pièces de théâtre et d'opéra qui s'attachent à comprendre les motivations de son abdication et à mettre en scène sa vie amoureuse. Parmi elles, on compte une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas, une autre de Paul de Musset, ou encore plus récemment en 2012, une pièce de Sarah Stridsberg. À partir de 1933, le cinéma s'empare du personnage de Christine avec la réalisation du film de Robin Mamoulian qui s'appelle La Reine Christine
avec Greta Garbo dans le rôle de la reine et avec qui elle partage un physique androgyne. En 2015, le film de Mika Kaurismäki questionne ouvertement l'homosexualité de la reine en retraçant l'histoire d'amour entre la reine et Baspar, sa favorite. Plus anecdotique, mais non moins intéressant, Christine de Suède est apparue en 2019 dans un jeu vidéo dont elle est l'une des protagonistes principales, et elle est en habit d'homme, un livre à la main, et la mission de son personnage est de constituer une bibliothèque royale et un musée. Parallèlement, l'implication de Christine de Suède dans la production artistique mérite d'être considérée, car elle a eu un impact concret dans la production artistique, notamment à Rome. Faute de ressources financières nécessaires, elle a soutenu ses artistes favoris en les recommandant à son entourage fortuné. Grâce à ses actions, de nombreux artistes lui dédient ou lui offrent des œuvres, comme c'est le cas du Bernin, avec le Salvator Mundi par exemple. À Rome, libérée de ses obligations royales, elle se consacre pleinement à sa passion pour l'art. Elle est proclamée patronne de Rome, puisque sa protection artistique a aidé la ville à s'élever comme un centre européen de la culture, et notamment grâce à l'opéra. C'est dans cette ville qu'elle réussit l'exploit d'obtenir du pape l'autorisation d'ouvrir le premier théâtre romain public, qui s'appellera Tordinona. Dans ce lieu, et pour la première fois, les femmes étaient acceptées autant en qualité de spectatrices que d'actrices. Il reste ouvert pendant 5 années, où Christine aura sa loge privée et fera représenter ses opéras préférés. Les milieux musicaux constituent un autre point essentiel de ce travail de recherche. Christine les fréquentait assidûment et ils étaient souvent désignés par les contemporains comme des lieux de débauche. Le phénomène des castrats, qui est apparu au début du XVIIe siècle, est responsable de cette réputation, car ces jeunes hommes androgynes étaient considérés, selon les termes de l'époque, comme des sodomites qui corrompaient les mœurs de la société. Les questions du genre et de la sexualité sont donc intrinsèquement liées à de nombreuses facettes de la vie de Christine de Suède. C'est notamment la littérature médicale qui s'est emparée de ces questions, mais qui reste cependant peu exploitée. Parmi elles, l'étude du docteur Elis Essen-Müller fait figure de référence. Christine a suscité une grande fascination, en partie à cause de son indétermination sexuelle et le trouble de son genre en lien avec son statut de reine-roi. Ces questions sont très explicitement présentes dans ses mémoires et surtout dans ses maximes. Ma thèse propose donc d'étudier la sexualité et à plus forte raison l'homosexualité, le lesbianisme et la bisexualité comme des aspects porteurs de sens dans un univers artistique où l'homoérotisme est fortement présent. Les désirs homoérotiques ou les relations entre les individus du même sexe sont automatiquement enveloppés d'une aura taboue. Christine de Suède n'échappe pas à cela et les potentielles relations amoureuses qu'elle aurait pu avoir avec des femmes comme Baspar ou encore Ninon de L'Enclos sont systématiquement décrédibilisées. Mais même quand la littérature pamphlétaire du vivant de Christine aborde sans équivoque ses amants libérés ou la compare à une tribade, l'analyse se fait absente ou encore se désexualise totalement. Ne serait-ce que la signification du mot tribade illustre cet évitement systématique du sujet, car les analyses ignorent la connotation sexuelle d'une telle appellation au XVIIe siècle et ne restituent que le mythe de la femme indépendante et guerrière comme un synonyme de l'Amazone. Cette recherche est donc pluridisciplinaire et implique des dimensions artistiques, historiques et socio-anthropologiques, et par ce biais souhaite offrir une nouvelle reconsidération sur ces aspects importants de la vie de Christine de Suède.